Dans ce pays où vit le jour la première révolution socialiste, l'égalité était censée régner. Quand cette époque de l'histoire toucha à sa fin, une poignée d'hommes sont devenus immensément riches. И как люди стали миллиардерами, что они в три смены в горячий цех на Лихачева работали, скажите, пожалуйста, что они заработали такие миллионы. Я хотел бы спросить любого из этого олигарха, который имеет. И он считает, что он украл у государства 25 миллионов, как вот нашу базу застроили, и мне оставили 45 лет за рулем отсидел, 1700 рублей пенсия. Да каждый, как я, ненавидит вот их только потому, что они красиво украли, а нас оставили с пенсии 1700 рублей. Я вынужден сейчас работать. Олигарх – это значит человек не просто богатый, а имеющий влияние на власть. К олигархам? Ну что, молодцы. Что сказать? Умеют жить. Пошла, ребята, опаздываю. Voici Mikhail Tchernoï, l'un des oligarques russes les plus célèbres. Un temps, il a tenu en main jusqu'à 80% de la production d'aluminium en Russie. Depuis 1994, il vit en Israël, d'où il mène ses affaires. Ce fut un âge d'or pour ceux qui avaient de l'initiative et un peu d'intelligence. Ceux qui ont su se saisir de la situation rapidement sont tombés sur la poule aux œufs d'or. Nous étions de ceux-là. Vladimir Goussinski, milliardaire, d'abord metteur en scène au théâtre, créa ensuite une coopérative industrielle avant de se reconvertir dans l'immobilier, la banque, puis les médias. Il ne vit plus en Russie. Je vais être cynique. On peut dire de la société qu'elle est divisée en deux groupes. La minorité qui ne se contente jamais de ce qu'elle a, qui est toujours sur le coup, qui produit, peu importe le domaine. Puis il y a la majorité qui fait bien son travail de manière honnête et professionnelle. Bref, il y a ceux qui commandent et ceux qui suivent. Boris Berezovsky, ancien mathématicien. Il est devenu milliardaire grâce à son habileté à mêler affaires et politique. Aujourd'hui, il vit à Londres. En Russie, il est considéré comme un criminel en fuite. Je n'ai jamais nié que pour une personne riche en Russie, rien ne vaut un investissement en politique. Je n'ai jamais essayé de me faire passer pour quelqu'un qui aurait des intentions altruistes. Nous avons rencontré ces hommes à plusieurs reprises, tout au long des années 90, quand on célébrait leur succès, puis plus tard, quand leurs aventures se mirent à mal tourner. Ce film raconte l'histoire de ces hommes, de leur ascension, puis de leur chute. Les oligarques sont nés dans un pays où le mot « businessman » était synonyme de criminel. En ce temps-là, le Parti communiste dirigeait l'économie et contrôlait les esprits. Mais bientôt, ces chefs devinrent séniles. Et leurs funérailles commencèrent à se succéder à intervalles de plus en plus courts. Cela ne pouvait pas continuer. L'histoire des oligarques commence avec cet homme, Mikhail Gorbatchev. Issu du sérail, mais d'un âge moins avancé que ses prédécesseurs, il pensait que le système devait s'ouvrir s'il voulait durer. C'est ce qu'il appela la perestroïka, la reconstruction. Le socialisme a besoin de la liberté d'expression et de la créativité des citoyens, disait-il. C'était le signal qu'attendaient ceux qui voulaient une vie meilleure, plus d'argent et plus de liberté. À l'époque, je savais bien qu'un citoyen soviétique ordinaire rêvait de deux choses, posséder une auto et un appartement. J'ai donc proposé de mettre en place un marché automobile en Russie. Berezovsky réussit à se faire confier des milliers d'automobiles qu'il vendait avant même de les avoir vraiment achetées. Il profita aussi de l'accès aux marchés étrangers, désormais autorisés. Il achetait des voitures soviétiques au prix bas, prévu pour l'exportation, et les revendait aux Russes au prix fort, fixé par l'administration. En fait, il simulait un commerce de voitures avec l'étranger qui n'existait que sur le papier. Ça a constitué notre premier revenu. C'était une somme importante pour l'époque, des millions de roubles, et c'était un début très prometteur.
La Russie avait fonctionné jusqu'ici à coup de coercition et de décrets qu'il fallait appliquer. Toute décision économique dépendait des décisions de l'administration du plan. Maintenant que l'économie centralisée arrivait à épuisement, les usines ne pouvaient plus attendre des ordres venus d'en haut. Mikhail Tchernoï fut l'un des premiers à comprendre que les temps avaient changé. Quand la Grande Union soviétique s'est désintégrée, les liens entre les usines se sont également défaits. Les gens dans ces usines étaient sombres, moroses, abattus. On pouvait aller dans une usine avec un sac contenant une cartouche de Marlboro ou une bouteille de whisky et acheter tout ce qu'on voulait en échange. Une usine pouvait expédier des milliers de tonnes de métal sans recevoir d'argent, et si de l'argent était envoyé, il représentait moins de 10 fois la valeur réelle du métal. Les patrons avaient du mal à communiquer entre eux. Ils avaient besoin d'intermédiaires, une société qui saurait jouer ce rôle. C'est ce que Tchernoï sut mettre en place. Se substituant à l'État, il fournissait les usines en matières premières, prenait en charge leur transformation, venait chercher le produit fini, le vendait. Il procédait comme si tout cela lui appartenait. Les Russes avaient si longtemps manqué de tout. Les autorités firent savoir que les citoyens devaient et pouvaient se débrouiller par leurs propres moyens, à l'image des oligarques. Alors tout le monde se mit à acheter et à revendre. Le pays se transformait en un gigantesque marché. En Union soviétique, en principe, les riches, ça n'existait pas. Et voilà que tout d'un coup, l'argent était à portée de la main pour quelques chanceux. La richesse devenait à la mode. On les appelait les nouveaux Russes. Des Russes, certes, mais des Russes avec de l'argent. Août 1991. Cela faisait 6 ans que l'Union soviétique était en plein chambardement. Les communistes ne maîtrisaient plus rien. Ils tentèrent un coup d'État. Était-ce déjà la fin des espoirs des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux millionnaires? Était-ce déjà la fin des libertés nouvelles? Le peuple de Moscou sortit dans la rue. Boris Yeltsin, le président de la République russe, dirigea le mouvement de résistance au putsch. Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания Кабинета министров, но я его еще не читал. Après le putsch, c'est une nouvelle période qui commença. Maintenant, c'est Yeltsin qui avait la main. Gorbatchev était devenu un homme du passé. C'en était fini de la tentative de rénovation du socialisme. 4 mois plus tard, l'Union soviétique serait officiellement dissoute. Le temps était venu pour les jeunes entrepreneurs de tirer profit de la situation. Ils attendaient du nouveau pouvoir qu'il privatise résolument l'économie. Au sein du nouveau gouvernement, un homme se distingua très vite du lot, Anatoly Chubais. Il était brillant, avait vécu en Occident, il connaissait le capitalisme.
Anatoly Chubais a bien voulu nous rencontrer une fois. Nous sommes montés ensemble à bord d'un avion, du décollage à l'atterrissage. Nous lui avons posé des questions précises sur son rôle au moment où l'histoire basculait. Et il nous a répondu. Tous les jours, les informations commençaient à peu près comme ceci. Le stock de viande dans telle ville est de 5 jours, ou 10, ou 3. Je me souviens des émeutes du tabac. Une pénurie de tabac est une chose terrible. C'est pire qu'une pénurie de viande. C'est presque aussi grave que de manquer de pain. On aurait dit que les gens étaient devenus des bêtes sauvages. C'est une véritable famine de masse qui menaçait tout le pays pendant l'automne et l'hiver 1991-1992. Chubais s'était convaincu que la seule manière de rompre avec le vieux système était, sans attendre, de privatiser le plus possible, le plus vite possible. Chaque Russe se verrait doté d'une partie, virtuelle, du trésor accumulé par l'État tout au long de l'époque soviétique. Этот документ означает право каждого гражданина России на приобретение собственности по номинальной цене в 10 тысяч рублей. On a introduit les bons en juillet. Le 12 août, on les a opportunément fait ratifier par le Soviet suprême pendant les vacances. Ils ont été émis le 28 août, alors que le 3 septembre, le Soviet suprême comptait voter une résolution interdisant la privatisation. Les premiers bons ont été distribués le 1er septembre. On a donc devancé le Soviet suprême de 2 jours. Du coup, aucun membre du Parlement, avec un minimum de bon sens, ne pouvait s'opposer à quelque chose qui était déjà entre les mains du peuple. On les a mis devant le fait accompli. Les biens de l'État furent redistribués sous forme de 148 millions de bons. Les Russes vinrent en masse les réclamer. Et ensuite, d'abord ils se mirent à s'acheter des bons les uns aux autres, avant de les revendre, quelques mois plus tard. Что я сделал с ваучером, я его отдал папе, а папа вложил в никель, купил, по-моему, 10 акций никель. А покатили сильно? Ну, не очень, но как-то, по-моему, $10 получили за это. Ну, продала. На улицах стояли, и у них здесь на груди было написано «Покупаю ваучер». Вот и мы... Нет, кто-то обклеил ими туалеты, там вместо обоев, когда с обоями было тяжело. Свой ваучер я один очень удачно продала за 25 рублей. Вот. И пошла, купила продуктов. Второй дала своей дочери. Куда она дела, понятия не имеем. Пока от ваучеров не увидели. Les gens ne comprenaient visiblement pas ce qu'ils étaient censés faire de leurs bons. Des fonds se mirent alors en place qui commencèrent de les collecter en promettant qu'ils sauraient les faire fructifier. Le problème était que les bons ne trouvaient à s'investir que dans des sociétés qui ne produisaient pas grand-chose, et en tout cas, pas de profit. Très vite, les bons commencèrent à perdre toute valeur. Что вы сделали со своим ваучером? Отдала московскую недвижимость. Есть такая у нас была организация, ничего не получила. Ни одного процента. И все, он у меня пропал. Все. Мы собрали свои ваучеры, отдали их куда-то в «Газпром», по-моему. Я сдала его в недвижимость московскую. Но я больше ничего о нем не знаю с тех пор, потому что звоню по тем телефонам, извините, которые были там написаны. Никто нигде не отвечает. Plus de 40 millions de bons ont été réunis et presque toutes ces sociétés de placement ont fait faillite. Certaines étaient véritablement en situation de faillite, mais d'autres pas. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas amélioré le sort des gens qui avaient investi. Et maintenant, il y a 40 millions de personnes qui haïssent franchement Chubais et qui ont d'excellentes raisons pour cela. Le système tout entier allait-il sombrer dans le chaos faute d'investisseurs et de dirigeants d'entreprises? Les réformateurs avaient la ferme intention d'en finir avec le vieux système. Mais comment s'y prendre? Et surtout, avec qui?
Au début, ils agissaient en tant que gouvernement intérimaire à très court terme. Ils ne comptaient pas rester au pouvoir plus de quelques mois. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient en une période très courte. Ils n'avaient le soutien d'aucun parti politique. Ils n'avaient pas de base sociale. D'où leur est venue l'idée de chercher l'appui des oligarques. Les réformateurs avaient besoin d'être soutenus, peu importe par qui. On a dû s'occuper de la privatisation le plus tôt possible. Pour simplifier, je dirais que l'idée était d'en finir avec la propriété de l'État le plus rapidement possible, d'une manière ou d'une autre. Or, il se trouve que les nouveaux capitalistes n'avaient pas les moyens, l'argent pour acheter les biens de l'État à leur véritable valeur. Les réformateurs avaient besoin d'entrepreneurs capables d'acheter puis de financer le développement des sociétés en vente sur tout le territoire de la Russie, des usines gigantesques qui employaient des millions de travailleurs, des usines souvent au bord de la faillite. Les oligarques répondirent présents. Ils disposaient de liquidités accumulées sous la perestroïka, souvent en roubles, qui ne demandaient qu'à s'investir en actifs industriels. J'ai reçu un appel. On me demandait de me mettre d'urgence en rapport avec le ministre des Industries métallurgiques. Il m'a dit avec franchise, « Mikhail, nous avons besoin de votre aide pour remettre sur pied une partie de l'industrie métallurgique. » Alors nous avons pris de grands risques. Nous avons investi beaucoup d'argent en nous assurant des financements de banques occidentales. Nous n'avons pas été déçus. Nous n'avions pas besoin d'un conseil d'administration pour décider si le risque valait la peine d'être pris. Les décisions étaient prises instantanément. En 3-4 mois, nous avions racheté le stock des usines d'aluminium de Bratsk, Sayansk et Novokuznetsk. Si toutes les usines avaient attendu sans rien faire, beaucoup d'entre elles seraient depuis longtemps devenues des dépotoirs. Il n'y aurait plus rien eu à privatiser. Nous savions que chaque usine vendue représentait un clou de plus dans le cercueil du communisme. Peu importait qu'elle soit vendue chère ou pas, qu'elle soit bradée ou soldée pour purger des dettes, la question n'est pas là. Ce qui compte, c'est que tout nouvel entrepreneur privé devenait un fait irrévocable. La méthode était simple. Les gens ne savaient pas quoi faire de leurs bons. Ils voulaient s'en dessaisir. Tchernoï les rachèterait, s'en servirait pour acheter les stocks d'usines en souffrance pour en devenir finalement propriétaire. S'il est bien vrai qu'un bon isolé ne valait rien, avec des centaines de milliers, Tchernoï allait s'emparer du plus grand géant de l'aluminium au monde. C'est comme ça que notre société est née. En 3 ou 4 mois, nous avons acquis des actions sous forme de bons. Et d'autre part, l'État nous a fourni des usines en contrepartie des crédits qu'on leur accordait. А что получишь взамен? Там обещали дивиденды платить. А какие там дивиденды? Там по 3 рубля, по-моему, первый год перечислили, и все. А больше и не видели. Два брата черных какие-то скупили акции, ну а кто мы, не знаем. Говорят, что братья черные. А на самом деле кто есть кто, я не знаю. On était en pleine confusion. Nombreux étaient ceux qui étaient réduits à la pauvreté. Et voici que ce présentateur de télévision, le plus populaire du moment, expliquait dans des pubs comment gagner des milliers de roubles demain, en prenant le risque d'en investir juste quelques centaines aujourd'hui. В сложившейся ситуации продолжать дальнейшую скупку акций бессмысленно. C'était un temps déraisonnable, un temps propice aux affaires douteuses.
Berezovski était certain de toucher la corde sensible en annonçant la création de la première voiture populaire russe. Pour cela, il créa une société par souscription. Souscrivez, vous augmenterez vos chances de bénéficier des premières voitures. Berezovski parvint effectivement à réunir l'équivalent de 50 millions de dollars, mais l'usine ne fut jamais construite. J'ai dit à Chubais, vous êtes en train de créer les conditions d'une révolution. Chubais m'a dit, vous êtes trop sensible, pas besoin de penser aux gens. Même si 30 millions de personnes meurent, ce n'est rien, d'autres naîtront. Cela veut dire simplement que 30 millions n'ont pas trouvé leur place sur le marché. Qui sait si Chubais a véritablement prononcé ces phrases? En tout cas, il était obsédé par la crainte de voir les communistes revenir au pouvoir. Il voulait créer le plus vite possible des changements irréversibles, quel qu'en soit le prix à court terme. Il fallait que les privatisations aillent de l'avant, au risque de produire une masse plus grande de chômeurs. Mais au Parlement, les communistes largement majoritaires ne l'entendaient pas de cette oreille. Dans cette démocratie balbutiante, les discussions tournaient souvent à la bagarre. Chubais était devenu un véritable bouc émissaire pour tous ceux qui refusaient les réformes. Вы знаете, вот на моей памяти заявление о том, что Чубайс уходит в отставку, ушел в отставку, заявил о том, что уходит в отставку, они, так, примерно с интервалом раз в 2-3 дня появляются постоянно, а последние несколько месяцев, просто, по-моему, уже через день. Вот моим коллегам и моему пресс-секретарю значительную часть времени приходится уделять тому, что отвечать на вопрос о том, ушел Чубайс в отставку, нет, не ушел, а завтра уйдет, нет, не уйдет. Finalement, ce fut Yeltsin qui se débarrassa de Chubais dans l'espoir d'apaiser l'opposition parlementaire. Mais celle-ci, emmenée par les communistes, ne désarmait pas. Devant le risque de leur retour, Yeltsin engagea les grands moyens, conformes à la tradition autoritaire du pays. En automne 93, il envoya les chars contre le Parlement. Bilan, 150 morts. Il humilia publiquement les perdants. Il fit sortir piteux du Parlement. Puis la Constitution fut réécrite à son avantage. La leçon était claire pour les oligarques. Puisque Yeltsin avait maintenant tout le pouvoir, c'est avec lui qu'il fallait faire affaire. Le pouvoir de Yeltsin augmentait, mais sa santé déclinait. Trop d'alcool, disait la rumeur. Devant la vacance du pouvoir, les appétits s'aiguisaient, mais derrière la porte, un homme veille. C'est Korjakov. Korjakov dirigeait les services de sécurité de la présidence. De par sa fonction, il était en permanence en contact avec le président. Korjakov exerçait véritablement une grande influence sur le président Yeltsin. Il savait comment aborder un sujet particulier au bon moment afin d'obtenir l'approbation du président. En fait, ce que Korjakov a fait, ça a été de servir Yeltsin tout en limitant sa liberté d'action. Il fallait bien que quelqu'un prenne la situation en main, c'est donc moi qui l'ai fait. Yeltsin travaillait 2 heures par jour, alors moi je faisais pareil. Il arrivait au bureau à 9h du matin, puis vers 11h, il m'invitait à prendre le petit déjeuner, qui s'étendait au déjeuner, puis au dîner et au souper.
Très vite, on comprit que pour accéder à Yeltsin, il fallait en passer par Korjakov. Un endroit privilégié pour y parvenir, fréquenter le club de tennis du président. Comme le président aimait le tennis, tout le monde s'était mis à aimer le tennis, y compris les nouveaux entrepreneurs. Ma rencontre avec le président et son cercle rapproché a en fait eu lieu seulement après mon adhésion au club de tennis présidentiel. C'est là que j'ai rencontré Korjakov et les autres proches du président. On ne prenait pas très au sérieux. Mais il s'est avéré être un garçon rusé qui parvenait à manipuler tout le monde. À ce moment-là, Eltsine connaissait Berezovski seulement dans la mesure où ce dernier s'était vanté dans les médias d'avoir financé les mémoires du président. Berezovski en a tiré tout ce qu'il pouvait. Et plus. Il se rendait au club régulièrement afin de faire avancer ses affaires. L'envergure de la corruption en Russie correspondait à l'envergure du changement, ni plus ni moins. Un responsable de l'État pouvait déterminer par sa seule signature qui était propriétaire de quoi. C'est ici, entre deux matchs, que des oligarques comme Berezovski parvenaient à négocier l'acquisition de nouvelles richesses. C'est ici que Berezovski se vit confier le contrôle de la troisième compagnie pétrolière russe, Sibneft, et ceci pour tout juste une centaine de millions de dollars. Quelle valeur? Quel peut être le prix de biens dont la valeur n'a pas été estimée? J'ai toujours été fermement opposé à la privatisation à marche forcée. On ne peut pas accepter que les biens d'un État puissant soient bradés ou donnés pour rien à des amis et à des relations. Pour 100 millions, ils obtenaient des droits de propriété sur des sociétés que l'on estime aujourd'hui à 15 ou 20 milliards de dollars. Nous n'avions pas 100 millions de dollars. Nous en avions des dizaines de millions, plus de la moitié de la somme requise, mais pas la somme totale. Je me suis donc rendu dans les pays occidentaux. J'ai rencontré M. Soros aux États-Unis et d'autres hommes d'affaires en Europe et au Japon, avec un seul but en tête, obtenir un crédit ou un partenariat. Tous, sans exception, m'ont donné une même réponse. Nous ne pouvons vous donner un seul dollar. Les risques d'investissement en Russie étaient à ce moment-là si élevés que personne n'osait faire le pari. Choisir 100 personnes et leur offrir de contrôler l'économie entre eux, cela ne donne pas naissance à une classe d'entrepreneurs. Cela n'engendre aucune classe, cela crée seulement un clan. Les banques constituaient la clé de voûte de la nouvelle économie du clan. Les oligarques les plus puissants, après l'industrie, se tournaient maintenant vers les finances, vers le secteur bancaire. Les magnats du business russe faisaient crédit à l'État, et l'État leur garantissait en échange les actions des installations industrielles les plus intéressantes. Dès le départ, tout le monde avait bien compris que l'État ne rachèterait pas ces actions. Dès le départ, tout le monde avait compris que les sommes versées à crédit n'étaient pas comparables à la valeur des actions mises en gage par l'État. Les caisses de l'État étaient maintenant vides. C'étaient les oligarques qui prêtaient de l'argent à l'État. Les banques étaient si opulentes que leurs propriétaires les transformaient en palais. Lorsque quelqu'un entre dans cette banque pour la première fois et se retrouve dans ce hall égyptien, il se sent profondément troublé. Ça ne peut pas être une banque, ça doit être un musée. Comment prendre du pouvoir, le garder, le renforcer? Il fallait aux oligarques un levier.
ils surent le trouver dans les médias. Un homme comme Vladimir Goussinski, ancien metteur en scène de théâtre, comprenait le monde de la communication. Devenu banquier, il avait l'argent nécessaire. Ce fut lui qui créa la première télévision commerciale, NTV. Sur le plan économique, plus l'audience serait grande, plus les revenus publicitaires augmenteraient. Pour moi, c'est une entreprise commerciale, c'est-à-dire la création de systèmes qui intéressent les gens. L'aspirine a été inventée pour guérir les gens. Pourquoi la télévision existe-t-elle? Pour être regardée. Pourquoi existe-t-il des choses à lire? Pour intéresser les gens. Les gens disent « Vous êtes un directeur de télévision ». Je dis « Non, je ne regarde pas NTV en tant qu'actionnaire principal ou comme propriétaire, mais tout simplement du point de vue du spectateur. C'est-à-dire que NTV doit être intéressant. Et c'est là tout l'enjeu. Berezovsky, à la croisée des chemins de la politique et des affaires, se montrait quelquefois en public. Mais dans les coulisses, il préparait une action d'envergure. La meilleure défense étant l'attaque, il visait maintenant la privatisation de la télévision d'État pour disputer à Goussinski son emprise sur la scène médiatique. Toujours le même but, exercer le plus d'influence possible. À travers mes connaissances proches, j'ai répandu l'idée qu'il fallait privatiser la chaîne de télévision d'État. J'avais besoin de m'assurer de l'accord et du soutien de Korjakov. Évidemment, sa première réaction était de dire que c'était impossible. Il a même comparé la privatisation de la télé d'État à la privatisation de la Place Rouge. Et c'est ainsi qu'à la fin 1994, la télévision d'État se retrouva dans les mains de Berezovsky pour une somme modeste, quelques millions de dollars, tout au plus. Dès le début, je n'ai pas envisagé les médias comme une affaire commerciale. Je les voyais comme un outil puissant dans la lutte politique qui nous attendait. J'ai choisi mon parcours à la croisée du business et de la politique. J'ai compris que les meilleurs retours d'investissement à partir de la fin de 1994 viendraient de la politique. Vers la fin 1994, la Russie commença sa guerre en Tchétchénie. NTV choisit alors de laisser ses journalistes faire leur travail. Ils rapportaient ce qu'ils voyaient sur le terrain. Le faisait-il dans un souci de vérité ou pour faire de l'audience en proposant des programmes différents? Quoi qu'il en soit, les autorités étaient atterrées. C'est avec nous qu'il y avait un conflit. Nous étions les actionnaires principaux de la société de médias la plus importante, la seule d'ailleurs qui était à cette époque-là indépendante de l'État. Il aurait fallu que nous ne rendions pas compte de la vérité à propos de la Tchétchénie. Nous n'aurions pas eu le droit de montrer comment d'honnêtes généraux faisaient le choix de prendre leur retraite. Je parle de la période qui a précédé la guerre en Tchétchénie. Pour l'époque, c'était vraiment provoquant. Журналисты виноваты, которые тогда можно было еще с ними завершить. Но подняли шум, что видите ли, бандиты мучаются, когда его ранят. L'un des dirigeants des services de sécurité russes avait dit lors d'une rencontre avec des reporters de NTV « Pourquoi ne pouvez-vous pas laisser la Tchétchénie de côté, au moins pendant 1 ou 2 semaines, et nous laisser en finir avec cette histoire ?» Nous avions 2 choix possibles. Soit nous aligner en disant que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, soit ne pas en démordre. Pour finir, le pouvoir a décidé de faire preuve de force brutale à notre égard pour nous rappeler qui est le patron. Eltsine a fini par dire « Mais qui c'est ce Goussinski qui fait tout ce remue-ménage ?» J'ai dit « Il y a beaucoup de gens comme lui dans notre pays, Boris. Aujourd'hui, il est à la tête de NTV, il peut faire beaucoup de bruit et il peut vous faire beaucoup de mal. » C'est de la foutaise, a dit Eltsine. Il n'est pas le premier à essayer ça, mais moi j'ai peur de personne. Est-ce que vous êtes capable de nous débarrasser de lui? Il n'y a pas de problème, il suffit que vous me donniez le feu vert.
C'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'adore chasser les oies, aimait dire Korjakov, et tout le monde comprenait à demi-mot. Goussinski était surnommé Gousse, oie, par ses amis. Korjakov organisa l'opération Visage dans la neige. En décembre 1994, arrestation d'un cortège de voitures de l'entourage de Goussinski. Des hommes armés pénètrent masqués dans ses bureaux. Les employés sont sommés de se coucher à même le sol, visage dans la neige, et ce pendant plusieurs heures. Que peut-on attendre de ce genre de type? Ils useront toujours de bonnes vieilles méthodes, comme s'ils étaient capables d'inventer autre chose. Environ 20 jours plus tard, j'ai été obligé de quitter le pays, de prendre sur moi les accusations pour ne pas mettre en danger mon équipe. Ainsi le voulait l'époque. Goussinski savait s'attirer les foudres du pouvoir, mais n'avait pas les moyens de se protéger. Il quitta le pays provisoirement. L'époque était dangereuse. La fortune des uns suscitait l'avidité, l'envie et la violence des autres. Un beau matin, des hommes armés pénétraient dans tel bâtiment ou dans tel autre. La police et des armées privées engageaient des combats sanglants. Il se pouvait que les uns et les autres aient été recrutés par le gouvernement, des concurrents, la mafia, ou encore les trois à la fois. C'est vrai, la Russie connaît une criminalité importante aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons pour cela, mais la raison principale est la redistribution des biens, qui est un événement sans précédent en Russie. En 1991, presque 100% de tous les biens appartenaient à l'État. Aujourd'hui, 75% de cet immense pays riche ne sont plus des biens d'État, mais sont entre des mains privées. Tandis que les milliardaires s'emparaient des richesses du pays, l'amertume et le ressentiment étaient de plus en plus profonds. Пенсия маловато, а хочется вам что-то покушать. Я бы хотела, чтобы Наина Иосифовна прожила бы на эти 320, посмотреть, как она врет, что она ходит по магазинам, покупает котлеты и все такое прочее, и кормит этими котлетками Бориса Ельцина. Все знают, зачем мы собрались сегодня. 5 лет тому назад была пролита кровь. 1996. Le mécontentement grandissait alors que l'élection présidentielle à laquelle Yeltsin avait décidé de participer approchait. Il ne faisait plus recette, les gens préférant le discours nostalgique et passéiste du candidat communiste Zyuganov. Сегодня официальная печать пишет, что страна стала вдвое меньше, производство резко сократилось, в 4 раза ухудшилась жизнь среднего человека в России. Если в целом посмотреть, сегодня Кремль, который олицетворял всегда державную волю, олицетворял наиболее талантливых людей и собирания страны, он чаще... Le retour au passé était-il la bonne manière de soulager les difficultés du présent? En tous les cas, ce discours était payant, et les oligarques avaient de quoi s'inquiéter. L'opposition des oligarques aux communistes allait prendre un tour nouveau devant les caméras du monde entier lorsque Zyuganov, comme les oligarques, furent invités au Forum économique de Davos à l'hiver 96. Curieusement, là aussi, le discours de Zyuganov trouvait des oreilles attentives. On lui a demandé « Monsieur Zyuganov, nous autoriseriez-vous à poursuivre nos investissements, à protéger les droits des investisseurs ?» Et Zyuganov, plein de fierté, a dit « J'ai expliqué ma position sur les possibilités de réforme en Russie et les méthodes qui pourraient sauver le pays de la crise en créant une atmosphère favorable à l'activité économique qui rendrait réalisables les investissements étrangers en Russie. » La question n'était pas Zyuganov en tant que personne.
Son comportement pouvait s'expliquer, il voulait simplement être aimé. Le problème, c'était le comportement de mes bons amis et camarades, les capitaines du monde des affaires occidentales. Des personnes que je connaissais bien, des personnes sensées, qui se démenaient à passer de la pommade à Zyuganov, s'insinuant dans ses bonnes grâces de manière si flagrante que c'en était vraiment révoltant. Ce que Chubais avait décrypté avant les autres, c'est la séduction qu'exerçait le discours de Zyuganov sur les Occidentaux. Fidèle à ses convictions, familier du monde capitaliste, Chubais s'attela à contrer cette fascination. Il profita d'une conférence où se retrouvaient l'ensemble des protagonistes pour passer à l'action. Devant les caméras du monde entier, il y avait là tant les ennemis de Yeltsin, comme Zyuganov, que bien sûr, nos oligarques. J'étais assis là. Il y avait de l'électricité dans l'air. Les visages étaient changés. Gusinski, qui était assis à côté de moi, a dit à propos de Chubais, « Je ne l'aime pas, mais c'est un vrai mec. » Berezovski, assis un peu plus loin, disait « On dirait que c'est le seul qui sait comment combattre les communistes. » Et puis, juste devant mes yeux, Berezovski et Gusinski, qui avaient une longue histoire d'animosité personnelle, se sont tenus côte à côte et sont parvenus à un accord. Je me suis rapproché de Gusinski, avec qui j'étais en compétition féroce à l'époque. Et je lui ai dit que si l'on continuait à être divisés, si on continuait à se battre les uns les autres, on perdrait tout. Je n'aime pas perdre. Cela m'embête beaucoup dans quelque domaine que ce soit. Surtout après avoir investi 8-9 années de ma vie afin d'atteindre un seul but bien clair, construire un chez-moi. Vous voyez ? Je me suis demandé qui pourrait être la bonne personne pour réunir tous les oligarques d'un point de vue technique. Et j'en suis venu à la conclusion que c'était Anatoly Chubais, disponible à l'époque. Il est vrai qu'ils m'ont appelé et ils m'ont demandé de me réunir avec eux. Je dirigerai la campagne pour Yeltsin, parallèlement à la campagne calamiteuse qui avait lieu à ce moment-là avec d'autres personnes. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées. Chubais avait ainsi réussi à mettre pour la première fois les oligarques d'accord entre eux pour contrer le retour des communistes. On baptisa leur union les 7 banquiers. L'un des hommes d'affaires, je sais qui c'était, mais je ne mentionnerai pas son nom, a dit à Yeltsin, « En ce moment, vous avez un taux d'approbation de 4%. Vos chances de réélection sont minces, voire inexistantes. Si vous voulez que nous participions à votre campagne, que nous mettions à votre disposition nos ressources financières et nos compétences en matière d'organisation, nommez Chubais. En lui, nous avons confiance. » Yeltsin n'avait plus le choix. Il accepta de recevoir officiellement les dirigeants du monde des affaires. Dorénavant, les intérêts de Yeltsin, chef de l'État, ne feront plus qu'un avec les intérêts des oligarques. Contre toute attente, Yeltsin va gagner les élections. La victoire qu'il célèbre, c'est aussi leur victoire. Bientôt, ils pèseront de tout leur poids sur le nouveau gouvernement. Certains auront même des fonctions dans l'État. Et pourtant, moins de 10 ans plus tard, tous nos oligarques se sont réfugiés à l'étranger, chassés de Russie, quand ils ne sont pas en prison. Entre-temps, un nouveau chef s'imposera en Russie. Poutine était inconnu, il se fera connaître. Comment il se servira de la guerre en Tchétchénie pour asseoir son pouvoir, comment il reprendra aux oligarques leurs entreprises,
comment il leur reprendra la télévision. Ce sera la suite et la fin des oligarques. Pendant plusieurs années, nous avons rencontré et filmé ces oligarques. Tchernoï, qui s'était emparé à la sortie du communisme dans les années 90 de l'aluminium russe. Ce fut un âge d'or pour ceux qui avaient de l'initiative et un peu d'intelligence. Ceux qui ont su se saisir de la situation rapidement sont tombés sur la poule aux œufs d'or. Nous étions de ceux-là. Gusinski, ancien homme de théâtre puis banquier, qui avait pris en main la nouvelle télévision commerciale. Je vais être cynique. On peut dire de la société qu'elle est divisée en deux groupes. La minorité qui ne se contente jamais de ce qu'elle a, qui est toujours sur le coup, qui produit, peu importe le domaine. Puis il y a la majorité qui fait bien son travail de manière honnête et professionnelle. Bref, il y a ceux qui commandent et ceux qui suivent. Berezovski, qui s'était constitué un véritable empire économique à la croisée des chemins entre affaires et politique. Je n'ai jamais nié que pour une personne riche en Russie, rien ne vaut un investissement en politique. Je n'ai jamais essayé de me faire passer pour quelqu'un qui aurait des intentions altruistes. Les oligarques avaient raflé les biens de l'État. Ils avaient la puissance de l'argent. Il leur fallait maintenant le pouvoir, tout le pouvoir. Les nouvelles élections présidentielles prochaines de 1996 allaient fournir l'occasion inespérée. Les oligarques proposèrent à Yeltsin de prendre en main son destin politique. Au bout de la table, avec sa moustache, c'est Khodorkovsky. Ils étaient tous là, pour la première fois, réunis officiellement avec Yeltsin. Ils allaient organiser et financer sa campagne. Ce que ne dit pas Berezovski, c'est qu'à partir de ce moment-là, les oligarques allaient prendre sous leur coupe la campagne électorale de Yeltsin. Les oligarques et le président étaient désormais liés par des rapports de confiance réciproques. J'aimais bien ce que faisait Eltsine et son équipe de jeunes réformateurs. J'aimais ce qu'ils disaient et leur façon de penser. J'ai convaincu mes partenaires et mon frère d'y participer. Ça nous a coûté beaucoup d'argent. Nous avons affrété des trains entiers de propagande, on a embauché des grands sportifs et recruté des artistes. Parmi les concurrents, les sondages de plusieurs candidats affichaient de meilleurs résultats que Yeltsin. En particulier le nationaliste Zhirinovsky, le communiste Zyuganov. Mais cela n'avait pas accès aux médias. Avec Govorunkin, notre célèbre réalisateur, et Goryachev, membre de notre parti, nous sommes allés à la télévision d'État. Elle doit nous accorder 15 minutes en direct. Mais ils ne nous ont pas laissé passer. Ils ont bloqué toutes les chaînes. On a essayé l'accès par une chaîne privée, on l'a payée, mais elle aussi a été bloquée immédiatement. Au bout d'un certain temps, les effets de l'argent dépensé commencèrent à se faire sentir sur la campagne. Голосовать будем за вас. Объясню почему. Спасибо. Потому что, хоть вы и делали ошибки, но вы думаете о благе России. Только. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour la campagne d'Eltsine, il n'y a pas de doute. Et je lui ai apporté un soutien à travers ORT Télévision, un des outils politiques principaux qui ont contribué à sa victoire. Nous n'avions pas le privilège d'observer les événements avec détachement.
comme un correspondant de la BBC au Rwanda ou au Tchad. Il couvre les guerres indigènes d'un côté ou de l'autre. En ce cas précis, c'est nous qui étions les indigènes. Nous avons accompli notre devoir en tant que journalistes engagés. On a participé à la lutte politique. On accuse les journalistes d'avoir été de parti pris. On dit que les médias ont suivi des ordres. À toutes ces accusations, je réponds une chose. Oui, c'est vrai. Des directives ont bien été données, mais tout ceci a été fait dans le cadre d'un processus démocratique. Dites-moi, le soutien au président était à la fois moral et matériel? Dans le cadre de la loi, et l'un et l'autre. Yeltsin appréciait cette campagne. D'autant qu'avec le soutien des oligarques, il se trouvait de plus en plus en phase avec les électeurs. Fin juin 1996, Yeltsin est au second tour face à Zyuganov. Les oligarques avaient rempli leur contrat. À leur tour désormais de prendre les choses en main en demandant le départ de Korjakov et de son équipe, une manière d'envoyer un signal aux électeurs. Yeltsin s'y résolut, non sans réticence. Целях усиление, как я вам говорил, обновление команды. Вот. Освобождается первый зампредседателя правительства Сосковец, начальник ФСБ Барсуков, начальник службы безопасности президента Коржаков. Бегите скорее. Essayez d'imaginer, à la veille des élections présidentielles, tous les chefs des agences de sécurité avaient été remplacés. Il ne restait personne. C'était comme si le président avait dit « Citoyens de Russie, si vous me choisissez, je serai votre président, mais si vous choisissez plutôt les rouges, vous verrez que chaque nation mérite ses dirigeants. » Il ne s'est pas laissé l'alternative de rester au pouvoir par la force. C'était un geste grandiose de nature à laisser sa marque dans l'histoire. J'admire Yeltsin pour ça. C'était maintenant au peuple russe de décider. Et l'issue de ces élections ne faisait guère de doute. Je me souviens très bien de ce matin-là. C'était le 3 juillet 1996 au matin. On avait déjà reçu des indications concernant les premiers signes de la victoire d'Yeltsin dans l'Est. Je buvais encore du cognac à l'époque. J'ai des périodes dans ma vie. Aujourd'hui, je bois plutôt du vin rouge. On buvait du cognac dans des verres en cristal. Je ne suis pas du tout mystique, malgré le fait que mon histoire personnelle ressemble à une fable mystique. Nous avons trinqué, nous avons bu. J'ai reposé mon verre sur la table et j'ai vu que sa partie supérieure, la partie en coupelle, s'était effritée. Effritée en petits morceaux, en poussière, avec seulement le pied qui restait. Yomachev m'a dit « Je crois qu'on va gagner, mais on va cracher du sang pendant les 4 prochaines années. » Cette prévision s'est avérée remarquablement exacte. Nos oligarques avaient réussi. Ils pouvaient se fondre dans la foule des personnalités invitées pour la prestation de serment du candidat.
Yeltsin avait gagné. C'était moins son triomphe que celui des oligarques. Ils étaient tous venus. Gosinski, Abramovich, le futur propriétaire du club de football de Chelsea, Berezovski. Tout de suite après les festivités, Yeltsin partit pour l'hôpital. Il en ressortirait de moins en moins souvent lors de son second mandat. Les oligarques n'en demandaient pas plus pour diriger le pays, à leur manière et dans leurs intérêts. Leur première initiative, faire nommer l'un d'entre eux, Vladimir Potanine, ministre de l'économie et vice-premier ministre. Étant donné l'expérience considérable de Potanine dans les affaires, nous lui avons dit « Vas-y, Volodya, tu en es capable. Tu as la motivation et l'énergie nécessaires. » Et quand ils ne nommaient pas eux-mêmes les membres du gouvernement, ils entendaient bien leur montrer qui commandait dorénavant. J'ai personnellement fait l'expérience du pouvoir que détenaient ceux qu'on appelait les oligarques. En 1996, lorsque j'ai été nommé adjoint au Premier ministre et ministre des Finances, ils m'ont convoqué. Ils m'ont invité à expliquer où les choses en étaient. Il y avait 8 ou 9 personnes, je ne me souviens plus du nombre exact. La réunion a eu lieu dans une des plus grandes banques. L'un d'eux m'a dit franchement, c'est nous qui avons amené Eltsine au pouvoir. Ce pays nous appartient et vous ferez tout ce qu'on vous dira de faire. J'ai demandé que voulez-vous, qu'attendez-vous de moi? Ils m'ont présenté une liste de requêtes qui comprenait la coordination de toute décision avec eux, leur accord pour toute nomination de personnel ministériel, et ainsi de suite. J'ai demandé ce qui se passerait si je ne le faisais pas. Alors vous ne serez plus ministre. Les oligarques, maintenant au pouvoir, avaient tendance à protéger les intérêts étroits de leur petit club au détriment d'autres acteurs économiques. Nous avons participé à une offre de rachat sur l'usine de nickel de Norilsk. Nous avons proposé environ 2 fois plus que nos concurrents. Malheureusement, c'est un autre qui a été choisi. Notre offre a été disqualifiée et une autre société a gagné. Nous avons bien vu que les banques avaient conclu une affaire entre elles, où chacune recevait sa part. C'est vrai, selon les conventions établies au cours de plusieurs années, ceux qui ont pris les plus gros risques ont eu les plus gros avantages pendant la période de privatisation de certains secteurs économiques. Ce n'est pas bien, je l'admets, mais c'est ce qui était convenu. Je lui ai dit, écoute, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu nous as retirés de la liste de ceux à qui on devait quelque chose. C'est ça que je ne comprends pas. En quoi notre présence te gênait-elle? Tu aurais pu au moins nous donner une part de gâteau à nous aussi. C'est vrai, tu n'avais pas besoin de tout diviser entre vous. Le gâteau russe est énorme, alors il n'aurait pas été trop petit s'il avait été partagé en 8. Pour gagner toujours plus d'influence, Berezovski remporta un coup très audacieux. Se faire nommer numéro 2 de la sécurité du Kremlin. Chaussé mais en plus large les bottes de Korjakov. Il était maintenant devenu un proche du président. L'époque était faste pour Berezovski.
Ses intérêts personnels se confondaient avec ceux de l'État. Il était maintenant très proche de la famille du président. J'ai récemment proposé qu'on utilise le terme de famille de manière ouverte, sans le mettre entre guillemets et avec un F majuscule. La famille du plus illustre de tous les réformateurs et libéraux de Russie, le président Eltsine. Avoir accès au pouvoir politique. Telle avait été la clé du succès de Berezovski. Autre condition du succès, écarter ses rivaux. C'était l'époque des TV Killers, ces journalistes vedettes qui détruisaient les réputations par l'image. Berezovski allait apprendre à les apprivoiser. J'ai une réputation d'égorgeur. Vraiment épouvantable. Mais il croit quand même que dès que je dis quelque chose, c'est en coordination avec Berezovski. Bon, c'est quelquefois le cas et quelquefois pas. Berezovski et Gusinski m'ont tous deux fait des propositions alléchantes. J'ai choisi Berezovski. Il n'est certainement pas un enfant de cœur. S'il décide d'absorber ou d'avaler une structure, comme disent ses ennemis, il a en premier lieu besoin d'instruments qui lui soient propres, comme la télévision. Berezovski, qui pendant la privatisation a acquis beaucoup de sociétés, comme ORT TV, Sibneft, Aeroflot et Logovas, aurait abandonné ses affaires prometteuses et se serait mis au service du bien commun en prenant le poste modeste de secrétaire du Conseil de sécurité. Pourquoi faire? Il avait deux raisons pour cela. Éliminer les conséquences des affaires malsaines antérieures et créer les conditions pour de nouveaux projets à l'horizon, comme le pipeline pétrolier qui passerait par la Caspienne et la Tchétchénie, et qui nécessitait un investissement massif. Le général Liebed avait visiblement en tête des accusations graves sur la façon dont Berezovski conjuguait les affaires du gouvernement et les affaires tout court. Il était en particulier préoccupé par le sort de la Tchétchénie. Le général Liebed, disparu depuis dans des conditions énigmatiques, était en train d'y faire la paix, en principe sous la houlette de Berezovski. Pendant que je concluais le règlement des conflits en Tchétchénie, Berezovski est arrivé avec un air fâché et a commencé à essayer de me faire peur, disant que je démantelais la Russie en encourageant les mouvements séparatistes. Mais quand il a vu qu'il ne me faisait pas peur, il a crié « Qu'est-ce que vous faites? Vous avez saccagé une bonne affaire. D'accord, on tire et on tue là-bas, mais ça a toujours été comme ça. Et les affaires prospèrent. » Maintenant que le monde des affaires dirigeait le gouvernement, Chubais, l'homme que les oligarques avaient choisi pour les représenter, voulait remettre les choses à plat. Premier test de son nouveau pouvoir et de sa détermination, organiser maintenant la privatisation de façon plus juste. Zviazinvest, un groupe puissant de téléphonie, était en vente. Qui allait s'emporter acquéreur? Dans quelles conditions? J'ai dit à Gusinski dès le début, « Mon cher, c'est bien que vous y travaillez, mais il y aura un appel d'offres de toutes les manières, et il sera réel. Payez 1 rouble de plus et vous gagnez. 1 rouble de moins et vous perdez. » Il a dit « D'accord, bien sûr, vous inquiétez pas. » Ce beau matin-là, Chubais s'était apparemment réveillé de bonne humeur. Et il avait décidé que, dorénavant, la communauté des entrepreneurs de Russie fonctionnerait selon une nouvelle série de règles différentes de celles qu'il y avait eu jusque-là, qui étaient sans doute perverties, injustes à bien des égards, mais néanmoins bien établies. Je passais des vacances en France pendant une semaine, et ils sont venus me retrouver. Berezovski, Gusinski et une autre personne. Ils sont venus avec un message très simple. Si vous êtes aussi têtu et s'il n'y a pas moyen de vous persuader, alors qu'il en soit ainsi. Nous avons établi un accord entre nous.
Nous laissons l'affaire Zviazinvest à Potanit ce coup-ci. Mais pour le prochain appel d'offres important, faisons un accord tout de suite, et ça sera pour nous. Interviewé dans une radio, Гусинский dut donner des explications sur cette rencontre. Вы летали с Березовским и Потаниным к Чубайсу во Францию? Летал. Можете объяснить, зачем? Мне активно не рекомендовали говорить правду. Я летал поужинать. Это шутка, конечно. Значит, мы летали туда. Я могу отвечать только за себя. Вопрос ведь на самом деле касался не конкретного конкурса, а касался вообще принципиально правил игры на рынке. Nous avons eu une conversation animée, conclue par ces mots de Berezovsky. Monsieur Chubais, vous êtes un homme intelligent. Vous savez que nous pouvons vous détruire. J'ai dit « Bonne chance, Boris », et je les ai raccompagnés vers leur yacht. Chubais l'ami était devenu Chubais l'ennemi. De même que les médias avaient été mobilisés pendant la campagne contre les communistes, les médias et l'appareil d'État seraient maintenant mis à contribution pour défaire Chubais. Berezovsky et Гусинский ont coopéré complètement avec les services de sécurité de l'État. La situation était grotesque. Je me rendais à mon travail, tandis que mon collègue du ministère de l'Intérieur tenait une réunion concernant l'enquête criminelle contre Chubais. La nuit, Berezovsky lui communiquait les dernières informations. Le ministre distribuait les tâches, recherche, interrogatoire, surveillance et écoute, et il donnait les informations récoltées à Berezovsky. Et la nuit, je regardais sa chaîne et je voyais les informations toutes fraîches concernant les coups de fil, les réunions que j'avais eues pendant la journée, fournies directement à Berezovsky par le ministère de l'Intérieur. Premier objectif de la guerre médiatique, détruire la réputation de l'adversaire. Cela supposait l'emploi d'armes nouvelles. Voici un calendrier où divers politiciens sont présentés dans toutes sortes de positions compromettantes. Voici Korjakov et là Chubais. Voici un dépliant destiné à des hommes politiques qui explique que la meilleure façon de détruire un adversaire est de fabriquer du matériel compromettant contre lui. Et voilà une liste de services qui comprend la fabrication de documents officiels, de publications dans la presse étrangère, de photos de montage, de cassettes audio et vidéo. J'ai participé à la guerre d'information contre Chubais et compagnie. Comme vous le savez, cette guerre, nous l'avons gagnée. La tentative de Chubais de se faire l'arbitre des intérêts des uns et des autres au sein du monde des affaires avait échoué. À nouveau, il fut contraint de présenter sa démission. Rien n'allait plus entre les oligarques et le gouvernement. Le pays ne produisait presque plus rien, les caisses de l'État étaient vides. Le 18 août 1998, le gouvernement dut annoncer qu'il était en état de cessation de paiement. Les banques annoncèrent qu'elles ne pouvaient rembourser leurs clients. Une fois de plus, les gens du peuple avaient tout perdu. Je me souviens de chacun de ces jours-là. C'était la période la plus tragique de ma vie. Je savais que quelque chose était sur le point d'arriver et j'ai écrit une lettre au président pour lui en faire part. Un véritable cri de désespoir. Je me souviens bien de ce jour-là. Le chef de cabinet m'a appelé et m'a dit qu'Eltsine m'invitait le 17 pour une réunion sans en spécifier l'heure. C'était un lundi. Au cours de la matinée du 17 août, je suis arrivé au bureau et j'ai demandé « On voit Eltsine quand ?» Ils m'ont dit « Plus besoin d'y aller. Nous nous sommes déjà réunis cette nuit et nous avons décidé de tout. »
C'était comme si l'État n'avait plus de boussole. Tous les quelques mois, un nouveau Premier ministre était nommé, puis désavoué. Et en voici un de plus. Igor Primakov, un ancien des services secrets. Sa nomination amorça une période où les oligarques devenaient suspects. Berezovski devint ainsi l'homme à abattre pour le nouveau gouvernement. Une enquête judiciaire fut lancée contre lui. Quand il était le premier des oligarques les plus proches d'Eltsine, il était très difficile à combattre. J'ai initié les enquêtes. J'ai pris la décision d'arrêter Berezovski suite à des détournements de fonds d'entreprise d'Aeroflot, passés en fraude à l'étranger. Perquisition, saisie de documents. Tel était le visage du nouveau gouvernement. On appela ce nouveau spectacle le bal masqué. Berezovski s'enfuit pour la France. Et alors se produisit une extraordinaire coïncidence. On vit sur la chaîne de télévision de Berezovski cette séquence vidéo. Agrémentée de l'avertissement suivant, cette personne a une apparence rappelant celle du procureur général. Le lien entre M. Berezovski et cet acte ne fait aucun doute. J'ai entendu la conversation téléphonique où il disait clairement « Dans 2 jours, Skouratov aura disparu ». Ce fut Berezovski qui revint en vainqueur, tandis que le procureur général fut conduit vers la porte de sortie. Après ça, suite à mon renvoi, l'enquête a été abandonnée du fait de la pression exercée par la famille au sein du Kremlin. Peu de temps après son retour, Berezovski se fit élire au Parlement. Excellent moyen d'obtenir une certaine immunité, le Parlement était aussi un poste d'observation utile pour préparer la succession de Yeltsin rendue nécessaire par son état de santé. Berezovski soutint au Parlement la nomination d'un nouveau Premier ministre, un parfait inconnu dont on savait seulement qu'il était un ancien du KGB, Vladimir Poutine. Après les élections législatives de 1999, il ne restait plus que 2 oligarques sur scène, Goussinski, qui soutenait Primakov et Louchkov, et votre serviteur qui soutenait Poutine. Tous les autres se sont mis de côté et ont attendu de voir qui serait élu pour ensuite lui lécher le cul, quel qu'il soit. Une nouvelle opposition s'était donc constituée, avec Louchkov, le maire de Moscou, à sa tête, et Primakov, l'ancien Premier ministre. Notre lutte nous opposait à ce système corrompu, un système atroce qui avait peur de moi et de Primakov. Le pouvoir redoutait que la société russe réévalue les résultats du processus illégal de privatisation et de vol. Et bien entendu, Berezovski a alors organisé une riposte systématique dirigée contre nous. Il faut dire que Louchkov représentait un véritable danger pour Poutine et son supporter Berezovski. Il avait su faire de Moscou une puissante forteresse, soutien de la population, compréhension d'une nouvelle classe d'entrepreneurs à laquelle le liait une vieille complicité. Les sondages des présidentielles se présentaient ainsi. Eltsine 0%, Poutine 2%, Louchkov 16%, Primakov 32-34%. Cela, c'était en mi-septembre. En un mois, les résultats s'équilibraient. En 2 mois, le rapport de force était renversé et j'ai cantonné Louchkov à 2%, dont il n'a pas décollé jusque maintenant. Le nouveau Premier ministre allait-il se contenter d'être une marionnette des oligarques? En fait, Poutine surprit tout le monde par la manière dont il sut utiliser la guerre de Tchétchénie, qui reprenait. Des immeubles sautaient à travers toute la Russie. Poutine ne manqua pas de les attribuer aux terroristes tchétchènes. Nous allons les liquider, nous irons les débusquer jusque dans leurs chiottes. Le discours plut. Les sondages montèrent en flèche. La Russie avait trouvé son nouveau chef. Yeltsin pouvait partir. Le dernier jour de 1999, il annonçait sa démission anticipée. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я
ухожу. Я сделал все, что мог. Le président s'en allait. Il fallait en élire un nouveau. Действительно, я был одним из тех, кто J'ai été de ceux qui ont aidé Poutine à prendre la décision de concourir pour la présidence, c'est vrai. Il n'y avait pas que moi, mais il est vrai que je l'ai fait. Poutine n'aspirait pas vraiment au pouvoir. C'était réellement difficile pour lui d'arriver à cette décision. Il a finalement pris sa décision seulement après que le président Eltsine le lui ait demandé. Я рад, что мои прогнозы, мое предложение, его согласие баллотироваться в президенты Российской Федерации на выборах 4 июня 2000 года осуществляется успешно. Après le naufrage des dernières années de Yeltsin, Poutine soignait son image. Jeunesse, énergie. Un vrai dirigeant, un dirigeant séduisant. Dévoué. Poutine fut élu haut la main. La célébration de sa victoire fut mise en scène spécialement pour les caméras de télévision. Клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Était-ce à nouveau le même scénario? Poutine invitait les oligarques au Kremlin, comme Yeltsin l'avait fait. Sauf que cette fois, ils allaient recevoir une leçon du nouveau président devant les caméras. Quelque chose avait bel et bien changé. Вообще должен сказать, что иногда у нас очень трудно понять, где заканчивается бизнес, а где начинается государство. И где заканчивается государство, а начинается бизнес. Quand ils ont essayé de donner des ordres à Poutine en disant « Nous vous avons mis au pouvoir », il a tout de suite dit « Les gars, tout ce qu'il y avait hier, vous l'oubliez. Ce que vous aviez avant, vous pouvez le garder. Continuez simplement à travailler normalement et à payer vos impôts. Aujourd'hui, c'est une nouvelle époque. » Personnellement, je ne pense pas que Poutine soit mauvais pour la Russie. Avec l'accès au pouvoir de Poutine, l'autorité de l'État a été renforcée et les affaires ont été séparées de la politique. Quelques mois plus tard, Poutine exigeait de régler les comptes immédiatement. La société Gazprom, qui était une société de capitaux publics, avait longtemps fait crédit à la télévision privée NTV, qui appartenait à Goussinski. Elle demandait tout d'un coup le remboursement des dettes. À croire que Poutine, comme Yeltsin auparavant, n'appréciait guère la façon dont NTV rendait compte de la guerre en Tchétchénie. Le problème, c'était le conflit personnel entre Goussinski et Poutine. Une haine personnelle profonde. La langue de Goussinski ne connaît aucune limite. Il a laissé échapper que Poutine était un criminel de guerre qui avait envoyé des bombes sur la Tchétchénie. Il est clair qu'aucun président ne peut supporter quelqu'un qui le traite de criminel de guerre. Goussinski, encore récemment un oligarque puissant, se retrouvait derrière les barreaux. Pas pour longtemps. Une fois qu'il s'engagea à rendre ses actions, Goussinski fut libéré. Il s'enfuit en Espagne. Quand Poutine est devenu président et que j'ai commencé à m'opposer à lui sur le principe de toute une série de décisions qu'il avait prises, il a pris ça pour une trahison personnelle. Et a même rappelé que je lui avais demandé moi-même de concourir à la présidence.
Tout ce que j'ai pu répondre, c'est que je ne lui avais pas demandé de le faire à cause de ses jolis yeux, mais parce que je croyais qu'il partageait avec moi des idées dont je suis fier. Poutine a été vexé de mes propos et à la suite de cette conversation, il a décidé que je devais rendre mes actions à l'État immédiatement. J'ai refusé et j'ai dit que je ne le ferais pas de mon plein gré. Bon gré mal gré, Berezovski perdit ses actions. Depuis 2001, il vit en exil à Londres pour échapper à plusieurs enquêtes criminelles ouvertes contre lui. Борис Березовский это кто? Он все время говорит, что он бывший секретарь Совета Безопасности, потом бывший кто-то еще. Сейчас он бывший кто? Я Бориса Абрамовича знаю давно. Он неуемный и неугомонный человек. Он всегда кого-то назначает и кого-то свергает. Poutine ne m'a pas largué. C'est moi qui l'ai largué. C'est une distinction très importante à mes yeux. C'est moi qui ai fait mes choix. Мой парень снова влип в дурные дела, подрался, наглотался какой-то мути. Он так меня достал, и я его прогнала. И я хочу теперь такого, как Путин. Такого, как Путин, чтоб не обижал. Такого, как Путин, чтоб... Poutine surprenait tout le monde. On découvrait en lui un animal politique redoutable. Main de fer dans un gant de velours. Il savait faire des discours lénifiants qui paralysaient l'adversaire. Убежден, эти цели, эти задачи должны решаться не только государством, а при полном осознании своей социальной ответственности всем гражданским обществом, включая и бизнес-сообщество. Я желаю вам удачи. Спасибо большое за внимание. Le monde des affaires russes s'est prostitué en prêtant allégeance à Poutine, alors même qu'il était clair qu'il s'en prendrait à chacun d'entre eux, chacun son tour. Vu que Poutine a déclaré la guerre à toute personne indépendante, qui que ce soit, politicien, journaliste ou homme d'affaires, la progression est en clair. Il s'occupe d'abord des politiciens indépendants, ensuite des journalistes indépendants ou des médias indépendants, et finalement il s'en est pris au capital indépendant. Car on ne peut pas créer un axe de pouvoir vertical lorsque l'on contrôle les politiciens et les médias, mais qu'on ne contrôle pas l'argent. Le parti du président devient majoritaire au Parlement en 2003. Pendant toute l'année 2004, le régime s'est montré totalement autoritaire. Il a arrangé les choses comme il le voulait. Ce régime n'a pas de parlement, pas de médias, pas de politiciens, pas d'hommes d'affaires insubordonnés. Il a tout comme il le voulait, un seul chef et la météo. Et c'est tout. Est-ce la fin des oligarques? Aujourd'hui, ce sont les autorités qui décident qui peut profiter des meilleurs morceaux. Comme Oleg Deripaska, ancien collaborateur de Tchernoï. C'est lui qui est maintenant le propriétaire des actions de Tchernoï dans l'aluminium. Pour ceux qui sont restés dans les affaires, je suis totalement inutile. Ils ont atteint le sommet et je représente peut-être un poids superflu pour eux. C'est pourquoi j'ai décidé de partir. Non seulement de quitter le secteur de l'aluminium en Russie, mais aussi d'autres secteurs importants où je maintenais une présence comme l'industrie de l'énergie, les industries de la métallurgie et l'industrie des machines-outils. La seule chose qui reste à régler, ce sont mes comptes avec M. Deripaska à qui j'ai vendu mes parts de l'affaire. J'espère que cette année, les comptes seront réglés dans leur totalité. Et je pourrais dire alors que je ne suis plus dans ce secteur. À l'instar de Goussinski, Berezovski, Tchernoï, ils étaient nombreux à avoir été écartés. Mais il en restait un. Il était jeune, énergique, ambitieux, riche. En un mot, un rival potentiel de Poutine.
Au sein du Kremlin, lorsqu'ils ont commencé à compter l'argent de Khodorkovsky, ils ont découvert un homme jeune qui n'avait pas 40 ans, avec 15 milliards de dollars en poche. De plus, il avait annoncé qu'il prendrait sa retraite dans quelques années. Et ils ont commencé à comprendre ce qu'une personne avec de pareilles ressources, jeune, expérimenté et ambitieux, ferait ou pourrait faire. Il rachèterait le Parlement tout entier, le bureau du procureur, les douanes. Avec ce genre d'argent, il pourrait acheter tout ce qu'il voudrait et faire tout ce qu'il voudrait. Et ils ont tout simplement été pris de peur. Вы увидите, что в институте, который считается... Mikhail Khodorkovsky reçut d'abord une leçon en public, devant les caméras. И ваша компания, допустим, у нее были проблемы с уплатой налогов, но надо отдать должное руководству компании ЮКОС. Так? Она договорилась с налоговой службой, приняла все претензии и закрыла все проблемы, закрывает все проблемы с государством. Ну как-то эти проблемы возникли. Может быть, именно поэтому в налоговую академию 4-5 человек идут. Понимаете? Вот поэтому я возвращаю вам вашу шайбу, так? И думаю, что правильно, вот все-таки Михаил Борисович сказал, что, наверное, и бизнес-сообщество приняло участие в создании ситуации, в которой мы сегодня находимся. Но самое главное в другом, что нужно, все мы понимаем сегодня, да, что это мешает уже. Это mешает развитию страны и развитию бизнеса. Une fois les caméras éteintes, on lui conseilla de quitter le pays. Et comme il refusait, on l'arrêta. Techniquement, l'arrestation fut conduite comme s'il était un dangereux terroriste. Il fut jeté en prison. C'était un avertissement adressé à la Russie tout entière. Je sais ce que c'est que de se faire agresser par les autorités. En ce sens, l'affaire Yukos n'a rien d'exceptionnel, mis à part le fait que c'est la plus grande et la plus connue des sociétés russes et que son propriétaire a tout simplement été mis en prison. Однако никаких встреч и никакой торговли по поводу деятельности правоохранительных органов не будет. А как вы относитесь к делу Ходорковского? Ой, никак. Никак. Пускай разбираются. Нет комментариев, не знаю. Хулиган. Une opposition démocratique tentait bien de s'organiser. Mais elle était prise à contre-pied par Poutine. Devait-elle affirmer sa solidarité avec les oligarques maltraités? Devait-elle tout simplement ignorer leur sort? Devait-elle accepter leur soutien financier? La démocratie était une idée neuve en Russie, difficile à partager. Я считаю, что говорить о диалоге с властью – это бессмысленно, потому что диалог с властью ведет Ходорковский сегодня. Это тот диалог, который хочет вести власть. Диалог с властью возможен будет, когда на улицу выйдут сотни тысяч людей. Тогда эта власть будет разговаривать. От нас зависит то, чтобы оппозиция стала реальной оппозицией. А реальная оппозиция имеет одну цель – взять власть в стране. Другой цели у оппозиции никогда не бывает. Все остальные разговоры – это разговоры для бедных. On pensait au début qu'il ne s'en prendrait qu'à Goussinski, ensuite à Goussinski et Berezovski, et ensuite qu'il en resterait à Khodorkovsky. Tout cela est complètement faux. En réalité, les capitaux russes quittent le pays aujourd'hui. La différence, c'est que ça fait moins de bruit que quand Goussinski s'est enfui, ou quand on a mis Khodorkovsky en prison, ou quand moi j'ai dû me résoudre à demander l'asile politique en Angleterre. Bref, ça continue à tous les niveaux.
Ниночка, спасибо большое. Очень рад, что вы обо мне помните, не забыли. Миша, огромнейший привет. И скажите ему, что, я думаю, уже достаточно скоро все произойдет, поскольку как только вот это удастся все-таки сделать то, что мы хотели сделать вполне демократическим путем через либеральную Россию. К сожалению, путь будет другой, но Миша будет на свободе. Ceux qui ne travaillent pas ne devraient pas avoir le droit de manger, dit la banderole. Les oligarques avaient su s'emparer de la Russie, mais le pays les rejette. La Russie saura-t-elle dépasser cette situation tragique qui veut que la richesse crée la pauvreté et que le gouvernement liquide la démocratie? Дамы и господа, перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Я прощаюсь с вами, сограждане, благодарю вас за то, что вы пришли. Некоторые из вас были мне очень дороги. Меня очень удивляет, что меня предали самые близкие люди. И у каждого из них были на то свои обстоятельства. Впрочем, это лишнее доказательство того, что мир остается прежним. Меня погубило роковое стечение обстоятельств. Ну что ж, я гибну. Поехали, поехали.